Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring, comme j'ai l'habitude de dire Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui cette personne est comment on peut dire, un pionnier de tout ce qu'il y a aujourd'hui au niveau du rap et du hip-hop. C'est quelqu'un qui était là avant ton rappeur préféré, c'est le métaphysicien de l'écriture et il est là avec nous. Donc quand je dis ça, normalement ceux qui ont la référence savent que je parle de Rockin' Squad. Comment vas-tu mon pote? Ça va bien, Driver. Ça va, on est là, content de te recevoir, toi et toute ton histoire. Bon, je préviens, ça va être un peu plus court que d'habitude. Pourtant, l'histoire est plus longue que les autres. Mais bon, c'est la vie, c'est des questions d'emploi du temps. T'as un emploi du temps chargé en ce moment. Mais les réponses seront pertinentes. Voilà, mais je sais déjà. Donc, les débuts, moi, j'ai cru comprendre et lire et entendre à droite à gauche que t'avais un lien fort déjà avec les États-Unis très tôt. J'ai vu dans un truc récemment même que, et tu me dis si je me trompe, que quand t'as commencé à rapper en français, t'en avais jamais entendu. Parce qu'ici, on a l'habitude de recevoir des gens qui ont déjà vécu avec une base juste avant eux. Il se passait des choses, ils sont inspirés de gens qui écrivaient déjà en français. Toi, en gros, avant toi, en tout cas, en ce qui concerne tes oreilles, c'était le rap américain. Complètement. Voilà, donc déjà que tu me racontes un peu tes débuts et ton rapport avec les États-Unis. Enfin, il y avait la musique française qui, quand même, m'avait touché. Bien sûr. J'ai écouté des gens comme Gainsbourg, comme Brel, comme Edith Piaf. C'est des gens qui sont arrivés dans mes oreilles. Okay. Plus toute la variété des années 80 que je détestais, mais qui était présente. Tu vois, Ouais. on est des mômes qui ont été élevés à ça. Je me rappelle, il y avait des rimes sur Julie Pietri, tout ça. Je me souviens. Ta chanteuse préférée de l'époque? Non, je rigole. Pas préférée, mais j'aimais beaucoup ses yeux. Mais bon. Que ses yeux? Ouais, bon. Bon, enfin, on va pas parler d'elle aujourd'hui. Voilà. Donc, l'idée, c'était... non, c'est vrai, moi, j'ai vraiment été élevé à la musique afro-américaine, en grande partie. C'est-à-dire à la maison. Oui, Il y bien avait sûr. ça, Ouais, déjà. bien sûr. C'était ça qui tournait. Plus la chanson française que je t'ai citée, donc les bons, en fait. Nino Ferrer, Nougaro, des références comme Le ça. texte. Voilà, des trucs comme ça. Même les mélodies, parce qu'il y a des très très belles mélodies aussi. Et puis aussi de la musique latine, tu vois. C'est la Cruz. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui écoutaient de la bonne musique. C'est ça, c'est la qualité. Donc ça fait partie des chances, en fait. Ouais. C'est ça le côté qui m'a mis tout de suite sur les bons rails, en fait. Ok. Et comme je me suis retrouvé très vite à habiter à New York, ça, c'était pas spécialement une chance. Ça a été dans un conflit de famille qui fait que je me suis retrouvé môme aux États-Unis. C'était pas vraiment un kiff, à vrai dire, en tant qu'enfant. Mais par contre, ça m'a plongé tout de suite dans une culture qui était très, très, très présente au début des années 80. Ok. Qui était donc le hip-hop. Voilà. Mais aussi, ce hip-hop-là était complètement lié à la soul, au jazz, Bien sûr. au funk, au disco, au gospel, au blues, au rock. Et toutes ces références-là, qu'on le veuille ou non, pour les mômes de là-bas, nous touchaient directement. Ok. Parce que les émissions de radio en parlaient, parce que la télé en parlait, parce que c'était la musique, en fait. Mais c'était déjà là-bas. Partout? Moi j'étais sur New York. Donc c'est ça, t'as New sincèrement, York. C'était déjà partout. Écoute, regarde, Sugar Gang, ça arrive quoi, en 79, je crois, si je me trompe pas. Grandmaster Flash, ça doit être 82 ou 81, ou un truc dans le genre, tu vois. Donc ça veut dire que ça a déjà fait le crossover. Voilà, ah oui, c'est ça. Ça a déjà fait le crossover. Et ensuite James Brown, c'est déjà une sommité dans la musique connue de tout le monde, tu vois. Et dans le hip-hop même, on avait déjà fait le crossover, que ça soit dans la danse, dans le graffiti, tu vois. Il y avait déjà des gens comme Malcolm McLaren
qui était le manager des Sex Pistols, ou Blondie, Ouais. qui avait déjà ramené à travers Five Freddy les gens du Bronx, donc les gens de downtown Manhattan, blancs, étaient déjà connectés avec la culture noire des ghettos américains. Donc déjà début des années 80, il y a déjà Style Wars dans le graffiti qui sort en 84, il y a Crush Groove, il y a Wild Style, enfin tu vois, toutes ces références-là, pour les mômes de là-bas, mec, c'est que le crossover, il est déjà fait. Ok. Donc toi, tout ça, ça te touche. Ouais, plus ou moins, enfin plus que moi même. Et ça va t'amener à rapper, mais comment ça se fait que tu t'es pas mis à rapper en anglais? Bah parce que je suis quand même de culture française et que mes premiers réflexes ont été d'écrire en français, quoi. Parce que pour moi, l'écriture, ça a été un exutoire. Je me suis tout de suite ou breaké ou tagué, parce que moi, j'ai autant dansé que tagué, que rappé en même temps. Ok. Hip-hop. Voilà, hip-hop, quoi. Ouais. Tu vois. Après, j'étais pas DJ parce que j'avais pas de platine. Ouais. Je me suis pas mis au beatbox parce que j'étais nul. Et je me suis retrouvé à être dans cette culture qui était un vrai exutoire pour faire passer tu vois, ma peine, ma frustration, ma solitude, enfin plein de choses, tu vois. Mais c'est fou quand t'as pas de modèle francophone, en fait, de se dire ça. Moi, je sais que il y a quelques années, je discutais avec un membre des New Generation MCs, qui est un groupe de rap français. Que je connais, oui. Voilà. Après, je dis ça plus pour les plus jeunes, des années 80, voilà, on va dire, qui fait partie des premiers groupes de rap français. Il me disait que à Paris, il y avait quand même une période où des gens rappaient en yaourt pour imiter les Anglais, enfin les Américains surtout. Et c'est après cette vague de yaourt qu'il y a eu les premiers rappeurs français et qui ont poussé ces gens-là. Ça veut dire qu'il y a quand même une génération de mecs qui se sont dit le rap c'est que en anglais. Donc on sait pas parler anglais, on va faire comme si on savait le faire, on va faire du yaourt et tout. Et finalement, même si ça peut être marrant, c'est logique pour moi en fait. Quand t'as jamais entendu de rap français, d'avoir cette mentale. Et c'est fou que toi tu sois dit je vais écrire en français sans avoir de modèle en fait. Ben, parce que je parle couramment anglais à l'époque, déjà. Okay. Donc ça me permet de comprendre déjà tout ce qui est dit dans le rap carry. Ok. Enfin, pas que dans le rap, même dans la musique en général. Et mes premiers réflexes, c'est de traduire littéralement ce que les mecs racontent, en fait. Ok. Tu vois, aussi. Tu vois, je me rappelle que j'avais écrit un truc. C'est pas un de mes premiers textes, mais c'est un des textes que j'ai écrit. J'avais écrit Samedi soir, un texte que j'avais appelé Samedi soir, où je racontais toutes mes conneries du samedi, quoi. Ok. Parce que Schoolly D avait fait un morceau qui s'appelait Saturday Night. Ok. Tu vois. Donc je disais pas la même chose que lui, Non, mais je savais que putain, il raconte ses conneries du samedi, boum, tiens, je vais raconter les miennes. Ok. Très Qui bien. était pas mal non plus. Je veux bien, j'imagine. Donc tu deviens rappeur, tu montes un groupe qui s'appelle Assassin, avec Solo, Fly D, Ouais, bien sûr. DJ Clyde, Ou après. ouais, qui arrive après Ouais. Fly D. Vraiment, la première période d'Assassin, c'est Solo, D-Fly et moi, quoi. Ok, voilà. Donc vous faites vos trucs, vous arrivez à faire des concerts. Ouais, difficilement, mais on y arrive. J'ai vu des vidéos d'archives où on vous voit dans un home studio en train de rapper et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. vous faites des morceaux et vous évoluez, comme tu l'as dit, il y a DJ Clyde qui vous rejoint et puis vous arrivez à produire. En tout cas, vous signez chez Remark, qui était chez Universal, il me semble à l'époque, c'est ça. Polygram. C'est un gars qui s'appelle Marc Lombroso, qui était donc à la tête de Polydor et qui quitte Polydor pour monter avec Sophie Brownlee, Ouais, qui est vraiment une des pièces marquantes de la culture hip-hop en France, et Philippe Ascoli, un label qui s'appelle Romac Record, Ok. et qui est, je crois, à l'époque, un truc un peu indépendant. Tu vois, Mais c'était distribué par je Polygram. sais il me pas, semble. je sais plus Ok. comment ils ont fait leur truc. Moi, j'étais trop dans le Goethe dans la rue pour me poser ce genre de questions. Voilà. Le seul truc que je savais à l'époque, c'est qu'il fallait pas me carotte sur les contrats. Ok. Et Dès le départ, t'avais un avocat, un truc. non, pas du tout. Alors, j'ai jamais eu d'avocat. Moi, je suis Ok. mon propre avocat. Ok. C'est ça qui a fait qu'on a été un des premiers labels indépendants, si ce n'est le premier, dans le hip-hop français, parce que en étant autodidacte, Mhm. j'ai été complètement tout de suite au contrôle du business. Ok. Tu vois. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne à Paris qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme, qui s'appelait Jacques Renaud, Ok. qui a monté les bains-douches avec Coluche
et qui a monté Corrida, donc la salle de la Cigale et tout ça, Ok. qui a signé la Mano Negra, qui a signé Zebda, qui a signé Rita Mitsuko, et qui est tombé sur moi, parce qu'ils étaient dans le 18 et c'est mon quartier, et il est tombé sur moi quand j'ai fait la Cigale, qui est donc la première fois qu'un groupe majeur fait une salle majeure à Paris. Ça, c'était avec Assassin. C'était avec Assassin. Je me souviens. C'était le 3 mars 91. Je me souviens des images. Et donc, avant d'arriver à cette date-là, je suis allé dans son bureau et je lui ai dit moi, je vais te remplir ta salle. Et il savait pas du tout qui on était. Il avait jamais entendu parler de nous. Et il a vu ce mec-là, adolescent, sûr de lui et tout. Tu vois, ça. Et il avait OK, mais très bien, vas-y, remplis-la. Et si je me rappelle, c'était à l'époque du maxi Note mon nom sur ta liste. C'était avant le maxi. C'était avant le maxi. Donc, vous aviez même pas de disque sorti. Non, il n'y avait aucun disque sorti. Vous avez peut-être Rapatitude. Oui, mais Rapatitude qui était sorti. La formule secrète. Et puis nous, tout notre background de rappeur, donc, parce que les cassettes de Nova, où déjà j'avais mis le Zubel là-bas et tout ça, tu vois. Plus les Gurta qu'on était, Solo, la star qu'il était grâce à l'émission HIP-HOP, au PCB. Enfin, tu vois, on était le crew à Paris, quoi. Ouais. Donc, mais eux le savent pas. Non, eux le savent pas. T'ont fait confiance comme ça. Mais par contre, ils voient une énergie d'un cum qui est sûr de lui et comme lui, c'est quelqu'un de très intelligent. Il prend le pari et on remplit la salle. C'est fou. Et on la pète même. C'est un concert mémorable, ce concert-là. Et donc voilà, bon, tout ça pour dire que ouais, on avait une putain d'attitude dès le début. Ouais. Grâce aussi au fait que moi, j'ai été averti par des groupes comme Boogie Down Production, avec des morceaux comme Me and Ma Spencer, comme The Ghetto Boys avec Fuck Them All, et tous ces trucs-là où moi je comprends les lyrics de A à Z, et je sais dès le début qu'il faut faire attention à ce que tu signes avec les gens que tu connais pas, et avec l'industrie qui ouvre ses bras pour te recevoir, tu vois. Ok. Donc c'est ce qui fait que vous sortez le maxi, Note mon nom sur ta liste, qui est un de mes maxi préférés. Merci. Et tu parlais d'avoir une putain d'attitude. Je devenais dingue à chaque fois. Je regardais le clip Esclave de votre société sur Rapline. Quand tu descendais les escaliers, c'était incroyable. Je voulais descendre les escaliers comme toi. Et des années plus tard, Jay-Z l'a fait dans 99 Problem. J'ai dit, Rockin' Squat le faisait avant toi. Bref, ce maxi sort et juste derrière, vous cassez le contrat avec Remark. Ça se passe pas du tout comme vous le vouliez. Donc, ça correspond à ce que tu viens de me dire. Ouais. Je peux même te dire une anecdote pourquoi. Que j'ai jamais raconté, mais je te la raconte ici. Parce que à l'époque de ce maxi, moi j'ai un album qui est prêt, avec beaucoup de titres solo en fait, parce que je travaillais. C'est pour ça qu'Esclave de société, je suis déjà tout seul sur le morceau, parce que je bosse beaucoup avec Dr. Earl, que j'ai rencontré, parce que comme je raconte dans mon livre Chronique d'une formule annoncée, cette rencontre entre Dr. Earl et moi a fait que Assassin est devenu très professionnel. Tu vois, ça a été vraiment mon binôme. C'est-à-dire que le binôme connu de la première époque, c'est Solo et Squat. Mais là, on est vraiment dans une énergie de teenagers qui sont en train de faire les cons et faire du rap, mais en même temps professionnel. Voilà. Mais moi, je suis déjà en train de taffer vraiment vénère. Et quand je rencontre cet Irlandais magicien, là, tout devient le vrai assassin que vous avez connu avec la colonne vertébrale qui bouge plus. Et donc, on arrive à Remark Record et ça fait déjà 1 an et demi que je travaille avec Dr. L et j'ai 25 morceaux, quoi. Ah ouais? Ouais. Vous saviez. Ouais. Et que je leur présente, en fait. C'est comme ça qu'ils signent. Et ils hallucinent sur un morceau qui, c'est vrai, à l'époque, avait un gros potentiel de single, qui n'est donc jamais sorti, qui s'appelle Jeune Femme. Qui était un peu, parce que nous, Assassin est très connu pour son rap conscient, mais moi, à l'époque, je suis dans tout. C'est-à-dire que je suis autant dans Public Enemy ou Paris que dans Two Live Crew. Tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai des textes qui feraient frémir les plus gros saligots de la planète. On veut les entendre. On veut les entendre. Dont celui-là. Dont celui-là où je parle de mes conquêtes, tu vois. Il existe quelque part, ce morceau? Ouais, bien sûr. Je les ai tous en maquette. Il faudrait que... et donc, ils disent, bingo, c'est ça qu'on sort en single. Et donc, je leur dis, non, pas du tout, les gars. Nous, on sait très bien comment on arrive. On arrive avec notre nom sur ta liste. Et on arrive avec Esclave de société. Et je glisse. Et c'est ça notre carte d'identité pour rentrer dans le business. Et les mecs comprennent qu'ils vont pas pouvoir nous faire sortir ce single. Et comprennent eux aussi, parce qu'ils savaient pas, qu'ils ont signé
un groupe qui n'est pas un groupe de variété. Ouais, C'est bienvenue dans le monde du hip-hop, les gars. c'est ça. Et on a peut-être 17 ans, Mhm. mais par contre, on sait où on va. Et voilà la première fois que l'industrie, en fait, se trouve face à des artistes qui, dans le fond, sont tellement sûrs d'eux que c'est pas grave, on casse les contrats et on Ouais, bosse plus avec vous, quoi. Vous avez même pas eu l'impression de perdre quelque chose, Ouais. ou bien le contraire. Non, trop sûr de nous. Ouais, Et on a eu raison, parce qu'on a continué, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que enfin, on a sorti le maxi. Le maxi, Mhm. au bout de 3 mois, je suis arrivé dans le bureau, sincèrement. ok. J'ai pris le truc. Ah, J'ai directement. dit, c'est fini, mon gars. Bon, et à cause de ça, parce que en même temps, c'était pas vraiment la bonne attitude à avoir, mais bon, nous, on était trop jeunes, et moi, j'étais trop écorché vif Mhm. pour calculer tout ce genre de conneries. On a été grillés dans l'industrie, quoi. Et c'est pour Ok. ça qu'on a dû se mettre en autoproduction. Justement, j'allais y venir. Voilà. Donc, vous montez le label Assassin Productions. Bon, Grâce à Jacques Renaud, dont je t'ai parlé, ok. c'est lui qui vraiment nous aide à le faire. Parce Mhm. que lui, par contre, a confiance en nous Mhm. et comprend notre folie. Ok. Justement, en termes de folie, j'allais dire, vous sortez l'album Le futur que nous réserve-t-il, mais vous sortez 2 EP. Là où tout le monde sort un album. Déjà, à l'époque, j'avais pas compris. Pourquoi? Alors, la vraie raison, Ouais. est une raison financière par rapport à notre public. C'est-à-dire qu'on dit, notre public n'a pas beaucoup d'argent. Ok. Ils n'ont pas assez pour acheter un album. Mhm. On crée des nouveaux codes barres et on sort notre album en 6 titres. Ok. Nous, on était en licence chez le groupe Virgin. Ouais. Roclash, Mhm. parce qu'on avait réussi à se faire signer grâce à Laurence Twitou, Ok. qui était une amie de Solo, qui était une amie de Jacques Renaud. Donc, tu vois, L'émission à il y a chipper, à des gens chauffer, tout qui nous connaissaient. Donc, même si on était casse-couilles, on va quand même travailler avec eux, machin et tout. Mhm. Mais comme on avait cette attitude, hein, c'est comme ça que ça se passe. On veut sortir ça pour que la personne qui n'a pas, par exemple, les 50 francs à l'époque Ouais. pour acheter, à 25 francs, une partie de notre album et achètera le prochain quand il aura la thune. Ok, je vois. Ils n'avaient jamais créé de nouveaux codes barres. Eux, ils avaient 3 codes barres qui existaient Mhm. depuis les années 60, ou je sais pas, tu vois. Ok. Et les mecs, ils se sont dit, mais c'est quoi votre nouveau délire, là? Vous êtes venus chambouler Et leur, voilà. leur machine. Et on les a obligés à faire ça. Ok. Par la même occasion, il y a eu de la promo, dont une grosse émission avec Christine Ockrent, où ça s'est très mal me passé souviens. avec la police et les jeunes et machin et tout. On Ouais. est parti du plateau. Mhm. Donc moi, après cette émission, j'ai dit, j'arrête de faire de la promo. Ouais, J'arrête c'est- de faire de la c'est- télé. là qu'on ne Et voyait plus. j'arrête de montrer ma tête. Exactement. T'étais souvent capuché. Tout le temps. Truc. Ouais. À partir de ce moment-là, tout le temps. Donc Ok. déjà, en plus, on sort un album avec les autres où on leur dit, il y aura aucune photo avec la presse. C'est nous qui amenons les attachés de presse. Enfin voilà, tu vois, on est arrivé avec notre monde Mhm. et on n'était tellement pas de leur monde Mhm. que ça nous posait aucun problème d'avoir cette attitude de bras de fer avec eux. Ok. Et ça nous a beaucoup desservi sur l'industrie, mais je pense que ça a motivé beaucoup de gens à comprendre que notre culture était une culture indépendante et Mhm. avec des gens qui pouvaient amener leur projet à bout sans dépendre d'autres personnes, quoi. Et moi, ce que je veux savoir, c'est, bon, vous avez sorti plusieurs albums sur Assassin Productions, avec succès. Vous avez des disques d'or. Si je me trompe pas, vous êtes le premier label indépendant impliquant les rappeurs même. En tout cas, ça c'est sûr. Ouais, sûrement. Voilà. Peut-être même à faire disque d'or. Enfin, le premier disque d'or en France en indé, c'est nous. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on vous cite jamais. Qu'on vous dit pas, t'as pas l'impression que C'est pas grave, vous avez été mis en marge. On se cite nous-mêmes. ça a toujours mieux servi par soi-même, mais est-ce que tu peux, d'après toi, une explication à ça, au fait qu'on Oui, bien sûr. on vous met dans un coin et on referme la porte, on met de la paille dessus. Ouais, mais c'est normal en fait. C'est pas, on n'est pas les, tu vois, moi je me plains pas de ça. Ok. Si à un moment tu décides de pas collaborer avec la machine et que donc la machine ne mange pas sur toi, Ouais. il y a aucune raison qui te mette en avant. Ok. Même si tu t'es fait tout seul. Et tu sais, dans notre génération, Ouais. les deux groupes qui sont cités, plus l'artiste un peu pop qui est cité, c'est MC Solar, Ouais. IAM et NTM. C'est vrai. Tout le temps, nous, Assassins, Mhm. et Ministère Hammer, Mhm. parce que eux aussi, ils étaient là, sont mis de côté. C'est vrai. Ils sont pas cités C'est vrai. dans les médias mainstream, Mhm. toujours. Parce que Ministère Hammer, ils n'étaient pas dans l'industrie, hein, Mhm. ils étaient de leur côté avec leurs producteurs indépendants Ouais. et machin et tout. Et puis nous, on a été les gars qui étaient là au début et qui ont dit non.
Ok, Tu vois. je vois. Donc voilà, donc c'est normal. C'est complètement normal que les mecs te mettent pas la lumière parce qu'ils ont aucun intérêt à le faire, en fait. Donc, plusieurs albums, des tournées mythiques, Solo qui part, d'autres gens qui rentrent dans le groupe. Je pense à Prophétie, je pense à DJ Duke, je pense à... Bref, Plein de gens. toute une équipe. Moi, il y a quand même un épisode qui m'a marqué. Moi, personnellement, de là où j'étais, j'ai trouvé ça magique. C'est l'épisode au Grand Journal. Où en fait... C'est bien après, ça. Ouais, c'est pour ça que Ouais, bien après, on est obligé d'accélérer dans le temps. Mais l'épisode du Grand Journal où en fait, tu me dis si je me trompe, ton frère Vincent Cassel, acteur, il est invité au Grand Journal, cette émission de Canal+ pour présenter son nouveau film sur Mérine. Et du coup, toi, t'es invité à faire un morceau qui s'appelle Enfant de la balle. Donc, qui a été validé par l'équipe du Grand Journal. Complètement. Et au moment où la musique part, t'es sur un autre morceau qui s'appelle France-Afrique. Voilà, qui parle des liens qu'ont les politiciens français avec l'Afrique et du pillage qu'on connaît tous. Et qui continue, en Voilà, exactement. Et à ce moment-là, stupéfaction dans le studio. Tout le monde est traumatisé, mais c'était pas ça. Et tout le monde est mal à l'aise. Moi, personnellement, j'ai bien ri. Mais tu peux nous expliquer un peu comment tout ça s'est passé, comment c'est venu et à quel moment t'as eu l'idée de switch, d'aller sur cet autre morceau? Moi, personnellement, je savais dès le début que j'allais faire ça. Ok. Par contre, sur scène, enfin, dans ce show télé, avec moi, il y avait Prophétie et Duke. Eux, ils l'ont su que 5 minutes avant. Ah, ok. Et ton frère, du coup, Lui, non plus? Non plus, il ne savait pas Ok. du tout. Surtout qu'il y a des répétitions de télé, donc j'ai fait Enfant de la balle Aux répétitions. comme un rappeur très sage. Mhm. Et je pense que c'était important parce que moi, Canal+, j'ai rien contre eux personnellement, Mhm. mais c'est le même média que tous les autres médias, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'ils sont là pour vendre de l'espace publicitaire Mhm. et donner une info qui va dans le sens du pouvoir en place. Voilà. Ok. Rien de plus, comme la plupart des chaînes de télévision, hertziennes en tout cas. Et même si eux ont un peu une autre attitude, comment ils se vendent. Ok. Et c'était très important, je pense, par rapport à qui je suis, surtout que ce morceau, à la base, fait partie d'un EP qui s'appelait Too Hot for TV, Ouais. trop chaud pour la télé, Ouais. que ça faisait 10 ans que j'étais interdit de télé. Mhm. T'as tout fait pour être interdit encore une fois. Non, j'ai rien fait, moi. Je suis simplement qui je suis. Ok. Après, si à un moment, moi, je savais pas qu'en étant nous-mêmes, on est interdit. Je savais pas, moi. C'est un truc que j'ai appris à mes dépens, en fait. Ok. Et l'important, c'était enfin, surtout quand tu vois l'actualité encore aujourd'hui, je pense que le vrai sujet à ne pas parler en France, c'est vraiment sa relation avec l'Afrique. Mhm. Parce que la France, la richesse de la France, la politique de la France dépend complètement de l'Afrique. Mhm. Et ce morceau parle de ça, en fait. Ok. Très précisément, sans aucun gros mot. Ouais, j'invite tout le monde à aller écouter le morceau. Hein. Ouais, parce qu'il Il y a un clip, tout. y a un très beau clip qui a été fait au Mali. En plus, c'est avec une légende de la musique malienne, ce morceau, qui est Cheikh Tidiane-Seck, qui est une personne qui a joué avec Stevie Wonder, Herbie Hancock, Ok. Salif Keïta et j'en passe. Et bon, pareil, le fait d'avoir fait ça a fait que je me suis retrouvé regrillé encore pour une dizaine d'années dans les médias mainstream. Mais par contre, ça a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir à plein de gens concernés, en fait. Ok. Tu vois. Et je l'ai vu, parce que moi, je me balade partout et je me suis retrouvé avec des darons du Rwanda, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie, qui me serraient dans leurs bras avec des larmes dans leurs yeux, tu vois. Ok. Parce que ce dont je parle là-dedans, c'est des réalités de vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent de ça. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? La colonisation, la décolonisation, ouais. le franc CFA, la continuité de l'hégémonie française sur l'économie africaine et ses anciennes colonies, et toutes ces choses-là, quoi. Tu vois. Donc c'était important de le faire, et c'est pour ça que je l'ai fait. Ok. Et les répercussions derrière, là je parle que Canal+ mène, le jour même de l'émission, le jour où tu fais ça, qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Bah, ils appellent la production de Mérine et ils leur disent mais vous êtes cru ou quoi? Ah ouais. Tu vois.
Et vous venez de perdre la deuxième émission pour le deuxième épisode de Mérine de votre prochain long-métrage. Tu vois. Ce qui ne s'est pas passé, ils l'ont eu quand même. Mais en tout cas, ils ont mis une pression comme ça. Et puis moi, je me suis fait reprendre de voler par mon frère le lendemain. Ce que j'allais te demander. En tant que professionnel, tu vois, même si, avec le recul, il a kiffé. Parce que à un moment, il faut savoir quel côté t'es, mon gars. Tu vois. Ok. Et puis de toute façon, ce genre d'attitude, comme le fait de reprendre ses contrats, quand t'as de l'attitude et une attitude qui va pas dans le sens du poil, les répercussions, c'est que je suis un groupe pionnier. Tous les gens de mon époque ont fait des millions et moi non. Tu vois, la réalité, c'est ça. Mais par contre, même en étant indépendant, en faisant des disques d'or, en étant indépendant. Oui, parce qu'on réinvestit tout, nous. Et puis moi, j'ai toujours visé la qualité et elle coûte cher. Okay. C'est-à-dire que moi, je vais chercher, tu vois, nous, on a été les premiers à ramener des ingénieurs ricains pour mixer nos albums. Tu vois, on a pris Jimmy Staub, qui était l'ingé de Pete Rock. On a toujours masterisé aux States. Tu vois, les clips sont de qualité. Et à un moment, quand tu payes tout, gros, ça coûte de l'argent. C'est clair. Surtout à l'époque. C'est pas des home studios, hein, quand on fait... Même un clip à l'époque, c'était Mais oui, cher. c'est la folie, gros. Et nous, on payait 100% de nos clips. Ouais. Tu vois, donc... et là, par exemple, pareil, là, moi, je continue mes délires. Là, je viens de sortir un album qui s'appelle 432. Tout est fait aux States, tout est fait avec des musiciens. C'est mixé par un Mix by Ali, le mec qui mixe Kendrick Lamar, Schoolboy Q, LZA. C'est masterisé aux States par le mec qui est 10 fois Grammy. Enfin, tu vois, on continue. Moi, je pense que c'est très important, quand t'es passionné et quand t'aimes faire ce que tu fais, de te donner les moyens, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, même en faisant des disques d'or, non, on n'a pas pété les millions. Ok. Et justement, tu parles du présent. Moi, je voulais savoir comment t'abordes ta musique, sachant que ça fait longtemps que le rap français existe. Il y a eu des virages, des virages et des virages. Et là, on en prend un, notamment avec la trap musique et tout ça. Et où il y a quand même une espèce de scission. Il y a des gens qui vont écouter que de la trap musique et qui vont pas comprendre ce qu'il y avait avant. Il y a des gens qui vont rester bloqués à ce qu'il y avait avant, qui vont pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et quand t'es quelqu'un qui est là depuis les années 80, est-ce que tu te dis, OK, aujourd'hui, c'est ça la tendance? Vas-y, je vais faire ça. Mais on peut te reprendre de voler en disant, ah, c'est un ancien qui fait le jeune. Ou alors tu restes dans des trucs d'anciens. Et là, les jeunes disent, ouais, mais c'est pas pour nous. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Comment tu réfléchis ta musique au studio? C'est pour ça que, écoute mon dernier album. Et mon dernier album, il est très musical. Et en même temps très moderne. Tu vois. Ok. Et moi, je fais ma musique. Ouais. Et je fais de la musique. C'est-à-dire que je ne suis pas les tendances. Par contre, je les écoute. Je les apprécie. Ok. Pour souvent. J'aime aussi beaucoup l'ancienne musique. Donc, ça veut dire que la richesse... Moi, je pense qu'il y a de la richesse dans toutes les époques. Ouais. Tu vois, et je me sens concerné par toute la nouvelle génération. Ok. Qu'elle soit funk, tu vois, par exemple, des artistes comme Dame Funk. Ouais. Tu vois, ça démonte ça. C'est clair. Tu vois, et en fait, quand tu écoutes ce qui se passe réellement et la qualité qui se fait, tu trouves toujours des choses qui te concernent. Parce que la musique, elle se découvre pas à la radio, quoi. Tu vois. Encore plus en ce moment, avec Internet et tout ça. Il faut toujours, comme à l'époque, comme on dit en anglais, être un digger. Ouais. Tu vas chercher. Et chercher. Tu vois. Et encore aujourd'hui, sauf que les gens qui prennent de l'âge n'ont plus le temps, ou l'envie, ou l'énergie de chercher. Et plein de gens sont pris par d'autres choses. Mais toi, tu l'écoutes comment et où, la musique? Tu la découvres comment? Aujourd'hui? Moi, j'ai la chance de toujours continuer à voyager. Okay. Donc déjà, en voyageant, par exemple, je me balade dans un bar au fin fond du Brésil. J'entends un morceau de balfunk qui démonte. Je vais demander ce que c'est. Okay. Moi, j'ai toujours demandé, en fait. Okay. J'ai jamais eu la timidité ou la honte de dire que je ne connais pas. Okay. Donc, le fait de dire que tu connais pas, et tu poses les bonnes questions, et soudain, tu connais. Puis moi, je suis toujours en train de noter des noms. Okay. Tu vois, je prends des noms. Après, je vais chercher. On me parle d'un auteur d'un livre. Parce que moi, je suis pas que dans la musique, en plus. Dans plein de choses, des films, des machins. Et je cherche.
Et tu vois, et je prends le temps de chercher, et je prends le temps de trouver surtout. Ok. Donc, t'as toujours cette passion. Ouais, j'ai La l'envie, musique quoi. d'abord, quoi. Ouais, j'ai l'envie. Et Ok. puis surtout parce que ça m'amène. Enfin, tu vois, la qualité des gens qui travaillent bien et qui sont vrais dans ce qu'ils font, où ça groove, où c'est funky, Mhm. où c'est conscient, où c'est complètement débile aussi, mais en même temps, il y a une énergie incroyable et tout. Moi, ça me concerne et je vais savoir ce que c'est et pourquoi. Et je trouve l'être humain très intéressant, en fait, comme spécimen, comme animal. Ouais, c'est clair. Donc, je sens qu'on approche tout doucement vers la fin de l'émission, donc j'ai encore 2 choses à voir avec toi. Je vais te citer 3 noms de groupes ou d'artistes solo rappeurs qui ont été dans ta carrière ou la carrière d'Assassin. Et j'aimerais que tu me dises un mot. Donc, logiquement, je vais commencer par NTM. Parce que tu parlais de Radio Nova. Moi, je vous découvre ensemble, en fait. Ouais, bien sûr. C'est Radio Nova, NTM Assassin, une émission mythique. Donc, si aujourd'hui, en 2020, t'as un mot à dire de cette époque. De l'époque ou du groupe en lui-même? Parce que de l'époque, c'est autre chose. De l'époque, c'est très très bonne époque. Ouais. Bah oui, très bonne époque. Mhm. On a kiffé. Pour moi, ce que je retiendrai, c'est que cette expérience, c'est une leçon de vie, en fait. Ok. C'est de voir ce que des gens avec qui t'as tripé Mhm. peuvent devenir et ne plus du tout les voir ensuite pendant des dizaines d'années. C'est fou. C'est une leçon de vie sur l'humain, en fait. Ok. C'est ça que moi, j'ai retenu de ça. Et donc, ça m'a permis de mûrir beaucoup. Là, vous êtes plus du tout en contact. Non, plus du tout, c'est fini. Ok. Et ça m'a permis de mûrir beaucoup et de comprendre qu'en fait, tout est très éphémère. Ouais. Donc, Mais c'est une leçon de vie. t'imaginais qu'ils deviendraient aussi hauts? Bah oui, oui. Ok. Dès qu'ils ont été signés par Epic, Ok. j'ai tout de suite compris que ça allait être un gros groupe. Ouais. Ok. Ouais. Tu sais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Mhm. Si tu es signé par les gens qui tiennent les rênes depuis les années 50, Ouais. parce que c'est ça la vérité, Il y a, il n'y a de grandes aucune chances que- raison que Ouais. tu marches pas. Même un truc pourri peut marcher. Mhm. C'est déjà vu, quoi. Mhm. Tu Ouais, vois c'est clair. Donc c'est pas... Tu sais, c'est une question d'oseille aussi de faire marcher les gens. C'est une question de les portes qui s'ouvrent, les Imposer des gens. opportunités. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc oui, c'était sûr. Ok. Un autre nom, La Rumeur. La rumeur, j'ai mis Écoué dans mon dernier clip qui s'appelle Rap de mon âge. Ok. Euh, Que j'ai vu. ouais, mais c'est cool. Hein. Que j'ai vu. Merci pour la vue. Normal. Ah, il y en a eu 3, j'ai regardé 3 fois. Et on s'est... ouais, le jeune rappeur que je croise dans la rue, c'est lui qui vient me voir. Ok. Fan d'Assassin. Mhm. À l'époque où la rumeur n'existait pas, bien sûr. Mhm. Et je vois son talent. Ok. Et j'étais en train de finir l'homicide volontaire. Mais tu vois son talent, il rappe devant Ouais, toi il rappe tout de devant suite. moi, bien sûr. Ok. Ah ouais, il rappe devant moi. Il me rappe un texte à moi. Ok. Il me rappe le futur que nous réserve-t-il, en fait. Ok. Mais avec du flow et tout, je Ah. vois son énergie, il a une bonne énergie. Je dis, écoute, passe au studio, gros. Et je vois qu'il est très bon et je l'invite sur 2 morceaux. Carrément Mhm. sur un mec, tu sais, un peu la magie du hip-hop, en fait. Ok. Tu vois Donc, ça veut dire que quand il est devant toi, il rappe un morceau à toi, tu l'entends pas rapper ses propres textes, Non. tu le fais venir au studio par rapport à son énergie, Ouais. et il finit par rapper sur ton album, Ouais. et ça veut dire que c'est en studio que tu découvres qu'il a des textes et qu'il est rappeur, tout ça. Non, c'est en tripant. Après, Ok. moi, j'étais tout le temps en vélo à Paris à l'époque. On marche Mhm. jusqu'au studio. Après, il me raconte ses conneries. Mhm. Des conneries qui me font gaulerie, moi aussi. Et puis, ouais, une bonne énergie, quoi, tu vois. Ok. Une bonne énergie. Et ça se fait super simplement. Ok. Et c'est devenu un groupe référence pour beaucoup de gens Ouais. dans le côté social et tout ça, tu vois. Mhm. Moi, j'ai arrêté de les suivre à un moment parce que, pareil, humainement, ça s'est pas très bien passé. Ok. Et on s'est retrouvés parce que tout le monde grandit. Mhm. En tout cas, certaines personnes. Lui en particulier, oui. Mhm. Et voilà. Et pour l'anecdote, c'est moi qui leur ai trouvé le nom La Rumeur. Ah ouais. de- Ok. De ce groupe. Ok. Ah ben voilà, on apprend toujours des choses ici. Ça, c'est bien. En tout cas, on salue Echo et tout le groupe. Et c'est cool que vous vous retrouviez Ouais, c'est aujourd'hui très en cool, très 2020, ça fait plaisir. Et un dernier nom, Booba, Oui. qui t'a mis dans un clip ou un morceau qui te rendait un petit peu hommage, au moins à travers le titre ou quoi. Si t'as quelque chose à dire sur ce monsieur. Bah, de toute façon, pareil, hein, un des gros piliers de la culture hip-hop en France. Hein. Ouais. Tu peux pas passer à côté, je pense. Il a amené le business du rap au niveau où plein de mômes dans les rues de France Mhm. rêveraient de l'amener. tu Ok. vois. Donc je pense que c'est un exemple
de réussite pour beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça qu'il est autant populaire, en fait. C'est clair. Et qui passe les décennies malgré tous les gens qui lui crachent dessus. Ouais. Parce que je pense qu'il a quasiment autant de gens qui le détestent qu'il l'aiment, Oui. tu vois. C'est sûr. Mais par contre, ouais, c'est un exemple de réussite et c'est un exemple de comment tenir sa barque ou son bateau de pirate Ouais, comme il est dit si bien. jusqu'aux côtes ennemies. Mais ce que j'ai aimé, c'est que finalement qu'il te fasse découvrir à un public plus jeune qui le suit. Il n'y a pas que des jeunes chez lui, mais il y en a. Et pour moi, c'est passer la torche, c'est important. Ouais, c'est bien. C'est tout à son honneur, en fait. Et ça me rappelle Shine qui reprend D.O.C. et D.O.C. est dans le clip. Bah bien sûr, mais comme Snoop Dogg qui reprend Laddy Daddy, We Rock to Party, de Dougie Fresh et de Slick Rick. Bien sûr. En fait, c'est ça le truc. Tu vois, c'est comme là, j'ai vu Freeze Corleone qui me cite dans des références de ses rimes, tu vois. C'est ça. Donc, pour moi, ça devrait être comme ça. Donc, en fait. à un moment, mais ça l'est. La preuve, parce qu'il y en a qui font ça. C'est beau. Donc c'est ça aussi le truc. C'est comme moi, tu vois. Par exemple, t'écoutes dans Touche d'espoir, j'avais fait un morceau qui s'appelait Classique. Ouais. Et je faisais, tu sais, je prends des classiques comme Fuck the Police. Ouais, et je faisais plein de références en fait à plein de groupes Quinry, parce que c'était ça ma culture. Ouais. Il faut toujours dédicacer en fait ce qui t'inspire, et ce que t'aimes, et ce que tu vois. Je trouve que dans les albums de rap français aujourd'hui, il y a de moins en moins de dédicaces. Donc, moi, je pense que dédicacer les gens. Les gens qui les font, en tout cas, c'est des gens qui n'ont pas peur de le faire. Exactement. Et pas peur de le faire, ça veut dire qu'ils sont au contrôle de leur shit. Et ils sont tellement sûrs d'eux qu'en fait, c'est pas en mettant de la lumière sur quelqu'un d'autre que ça va faire de l'ombre à sa propre truc. Et au contraire. Ouais. C'est ce que j'ai toujours fait, moi, en fait. C'est pour ça que j'ai fait les Underground s'expriment. J'allais dire, les Underground s'expriment. Dès que je voyais des gens avec du potentiel et du talent, à la place de les mettre de côté et d'essayer de les casser. J'aimais les mélanges, ce que tu faisais. Tu vois, et à la place de les mettre de côté, qu'on n'entende pas parler, au contraire, je les mettais tout de suite en lumière parce que, mec, écoutez-les, c'est des tueurs. C'était bien ça. Tu vois, ben ouais, c'est important. C'est important, c'est ça, hip-hop. Et pour terminer. C'est le partage. Pour terminer, justement, ici, on offre toujours des cadeaux aux gens qu'on reçoit. Et j'ai un cadeau pour toi. Alors, je sais que t'es quelqu'un qui garde bien ses affaires. Donc, il se pourrait que tu aies déjà ce cadeau. C'est parce que dit ma mère. Il se pourrait que tu aies déjà ce cadeau. Mais voilà, c'était des places, en fait, de ton premier concert à Marseille, à l'Espace Julien, en 1993. Bah écoute, bien wesh. Tu l'as pas? Alors celle-ci, non. Ok. Parce que c'est la numéro 113. Mais j'étais en train de réfléchir si... Ouais, mais je crois que c'est le premier concert d'Assassin à Marseille, en fait. Ok. J'étais en train de réfléchir si j'en avais fait un autre avant. Mais en tant que groupe, vraiment... Parce que moi, je suis à Marseille depuis longtemps aussi. Hein, tu sais, il y a des histoires... J'ai beaucoup d'histoires avec Marseille, en fait. Ok. Beaucoup d'histoires avec Marseille. J'ai tagué très tôt dans cette ville. Ok. Et j'ai de la famille, en fait. Là-bas, j'ai des cousins et tout. Ok. Et c'est moi qui me suis retrouvé avec la cassette de I Am Concept dans les mains, à la remontée à Paris, en fait. J'entends tellement d'histoires différentes dessus. C'est pas Joey Star. Mais il était avec moi, en fait. Ah, ok. Il était chez moi, dans ma famille. Ok, donc normal, donc mon cousin m'a filé la cassette, et comme on était 24-24 avec Didier à l'époque, bien sûr qu'il a eu une copie. Normal. on lui a fait. Ok. Et vous êtes remonté à Paris. Ben oui, on a diffusé. Parce que, pareil, pour moi, ce groupe déchiré, tu vois, la cassette Concept mettait une pression, même par rapport au travail que nous, on faisait à l'époque. Ils étaient grave en avance sur nous, tu vois, dans le sérieux des prods et tout ça. Que la première chose qu'on a voulu faire, c'est le faire écouter aux gens qui étaient autour de nous, bien sûr. Ouais. Plutôt que les mettre de côté et dire putain ils n'existent pas, ils vont nous... Tu vois. Donc finalement c'est un peu faux cette légende qui dit qu'il y a beaucoup de clans à l'époque, les gens ne se calculaient pas ou... Non mais je pense qu'ensuite dès que l'industrie a mis la main sur les groupes, dont NTM, dont IAM, dont machin et tout, je pense que c'était un truc intéressant pour eux de faire un conflit Paris-Marseille, les méchants et les gentils ou les méchants et les conscients, tu vois. Et puis ils ont surfé là-dessus pendant 10 ans. En mettant tous les groupes de côté, dont nous. Ok, ouais. Tu vois? Je vois. Mais ils ne sont pas eu.
On est toujours là, bordel. C'est ça. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, je te le souhaite. Merci d'être passé dans cette émission. Grand plaisir. Voilà. Et je l'ai dit, on aurait pu parler pendant des heures, Ouais, des heures. J'avais tellement de trucs à voir avec toi, mais bon. Je sais. Mais là, je suis sur mon album et Je comprends. je suis obligé de continuer à... Donc justement, avant de partir, parle-nous de ton album. Comment on le trouve? Où on le trouve? Alors, c'est un album que j'ai sorti en indé total. On le trouve nulle part à part chez nous. Voilà. Le site, c'est univers432.com. Ok. C'est un album 16 titres, tout enregistré avec des musicos. C'est les équipes de Kendrick Lamar, Alicia Keys, Erykah Badu, des gens comme ça. On est super fiers du truc. J'ai travaillé 3 ans pour sortir ce projet. Là, on a déjà 4 clips qui sont sortis. On a 2 nouveaux clips qui arrivent. J'ai un clip qui arrive mi-octobre qui est Fondation. Un morceau très très funky avec des cuivres et tout qui démonte sur les privilèges de la République française. Et derrière, j'ai New York Network, qui est un hymne sur la ville de New York et une dédicace sur la culture qui nous a amenés tous ici. Et nous deux à cette table à en parler aujourd'hui. C'est clair. Et donc, on continue à se taper là-dessus. On a hâte de partir en tournée. C'est le seul truc qui nous manque. On espère que les concerts vont reprendre. C'est ça. On est comme tout le monde. On attend. On va pas faire les cons. On va faire n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai hâte de défendre cet album sur scène avec les musiciens. Parce que eux sont prêts à partir dans le délire, tu vois. Ils ont super kiffé. Et l'album s'appelle 432 car j'ai tout enregistré sur la 432 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre. Toute la musique est consommée depuis 1956 en 440 Hz. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour l'instant, je vous invite à aller sur Internet, diguer un peu ça. Et on se retrouvera pour parler de ça une autre fois. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, Squat. Voilà. À bientôt. Merci pour le cadeau. Voilà. De rien. Et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Featuring. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver. Produit et réalisé par François Cusset. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Générique original, Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.